Catherine Coutard, je suis membre du CAN de la GRS et vice-présidente du mouvement républicain et citoyen. Nous allons démarrer avec un peu de retard et en attendant notre 5e intervenant qui est un peu coincé dans les embouteillages. Notre table ronde sur l'avenir de la gauche et surtout sur qu'est-ce que nous avons voulu faire, qu'est-ce que nous voulons faire en ayant créé il y a 6 mois à peine la Fédération de la gauche républicaine. C'est donc cet ordre du jour que je voudrais voir avec vous. Sachant donc par conséquent que j'ai un certain nombre d'invités à mes côtés. Alors Lim, je vais sûrement déformer ton nom comme d'habitude, mais Wang Nok, ça va? C'est bien, c'est... Bon, alors Lim Wang Nok, finalement, je n'ai pas tant déformé, qui est le président de la nouvelle gauche socialiste et qui est économiste, avec de très nombreuses publications, donc j'aurai du mal à les citer toutes. Sa dernière publication est en vente au Village du Libre, et donc sa dernière... alors attends, moi j'avais... Moi, j'en étais restée à la... C'est ça. Ah, voilà. Donc, c'est Petit manuel critique des théories économiques. Et il avait écrit juste avant, si mes souvenirs sont bons, Vive la dépense publique. Et ben voilà. Hein. Donc, celui-là, il en a peut-être quelques-uns avec lui. Donc, si vous voulez l'acheter, ça sera avec plaisir. Et le dernier, lui, est disponible au Village du Livre, juste à côté. Il est ancien conseiller régional d'Occitanie et ancien député européen. Voilà, je crois que je vais essayer de ne pas faire trop long sur les CV, mais que vous sachiez qui est qui quand même. À sa droite, mais ce n'est que géographique, nous avons Isabelle Amaglio-Terris, qui est conseillère municipale de Sartrouville et par ailleurs coprésidente de LRDG. Avec Stéphane Saint-André, qui travaille dans le secteur public, dans l'aide au développement des entreprises, si mes informations sont bonnes, et qui a été aussi, pour sa plus grande joie j'imagine, co-directrice de cabinet avec Montebourg d'abord, puis avec Macron, peut-être que ça viendra dans le débat sur son cheminement politique. Ensuite, à ma gauche, enfin ou derrière, il y a Emmanuel Morel, qui est co-animateur de la GRS et qui est un ancien conseiller régional d'Île-de-France, lui, et député européen pour son 2e mandat, et qui... alors c'est le cas de, non pas d'Isabelle, mais de Lim et d'Emmanuel ont été membres du Parti socialiste un certain temps. Alors, moi aussi, semble-t-il, mais comme c'était il y a 30 ans, je pense qu'il y a prescription. Mais voilà. Et que je porte à titre de gloire le fait d'avoir été exclu, d'ailleurs, pour cause de conviction politique. Enfin, nous attendons, donc je l'ai dit, Jean-Luc Laurent, qui est le président du MRC et qui est le maire du Kremlin Bicêtre, ancien conseiller régional d'Île-de-France et vice-président en charge des questions de logement et développement urbain et ancien député également. Voilà, tous les 4 vont vous dire pourquoi nous nous sommes mis au travail et nous allons rythmer ce débat. Oui, je dois tripoter le micro pas correctement. En plusieurs questions, dont la première question qui nous est venue à l'esprit, c'est la question de comment on en est arrivé là. Plutôt, qu'est-ce qui peut éclairer dans notre situation actuelle l'état de la gauche? Et cet état des lieux, se comprendre pourquoi est indispensable pour comprendre les choix que nous avons faits. Donc, est-ce que l'histoire qui s'est déroulée devant nous signe dans la pratique l'échec des théories de la seconde gauche, comme certains le pensent? Quelle est la responsabilité des gouvernements de gauche dans cette situation?
Est-ce qu'il y a un espace à construire entre ceux qui ont d'une part renoncé à changer la vie et ceux d'autre part qui ont renoncé à la lutte des classes pour des positionnements plus de niche, plus comment on pourrait dire, par public ciblé, selon une théorie qui avait été développée par un think tank célèbre, que je ne nommerai pas pour ne pas lui faire publicité. Enfin, tu me diras qu'en même temps, ça serait de la mauvaise publicité. Est-ce qu'il y a une façon de sortir du plafonnement à 30% d'électeurs, ce qui est visiblement le cas aujourd'hui de la gauche, toute mouillée ou toute rassemblée, ça ne change rien. On plafonne à 30%, ce qui est loin du seuil nécessaire à la majorité. Pour répondre à cette question, je donnerai la parole en premier à Lim pour qu'il puisse nous dire ce qu'il pense de cela. Et bien entendu, chacun donnera son point de vue ensuite. Bonjour à tous. Alors, comment on en est arrivé là? C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui dans notre pays, beaucoup de gens pensent que la gauche et la droite, ça ne veut plus dire grand-chose. Même parmi ceux qui militent, certains pensent que c'est un clivage dépassé. Nous pensons, pour avoir formé la Fédération de la gauche républicaine, que ce clivage gauche-droite, il n'a plus que jamais un sens. Et nous pensons que du côté de la gauche, le vrai problème, c'est d'infléchir le centre de gravité de cette gauche vers ce qu'a été la première gauche. Tu as parlé de la deuxième gauche à l'instant. Il est vrai qu'elle est devenue hégémonique et c'est bien ça le problème. Je vais développer quelques éléments sur ces deux points. Alors, tout d'abord, pourquoi là le clivage gauche-droite a un sens? Faut faire une remontée dans l'histoire pour nous rappeler d'où vient le mot de gauche, très précisément. La gauche, elle est née quand? Elle est née le 11 septembre 1789, lors de l'Assemblée constituante et lors du vote, très précisément, du droit de veto absolu pour le roi. Et ceux qui étaient contre, pour les compter, on les a mis à gauche du roi, et ceux qui étaient pour le droit de veto absolu, on les a mis à droite. Et donc, c'est né comme ça, la gauche et la droite. Et la gauche est née sur la question démocratique, très précisément, puisque là, il s'agissait de faire valoir le droit du citoyen. Et la droite s'est très précisément construite sur un credo universaliste autour de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, justement. Et à ce moment, la question clé, c'est la question laïque de la séparation entre l'Église et l'État qui est en voie de devenir républicain. Et donc, le ferment de la gauche, c'est ça, c'est l'universalisme et la laïcité. Alors, ensuite, au 19 et au 20e siècle, à côté de ce ciment universaliste et laïque, vient se greffer ce que l'on appelle la question sociale. Pourquoi? Parce que tout simplement, le système économique dans lequel nous vivons depuis ce temps-là, c'est le capitalisme. Et ce système est structurant de la vie sociale. Et de là naît ce que l'on appelle communément la lutte des classes. Et très précisément, on est à la fête de l'humanité. Tout le monde sait ici que le clivage de classe est extrêmement important. Et la gauche représente non seulement le citoyen universel, mais elle représente en plus, à partir des 19 et 20e siècles, la classe de ceux qui créent la richesse, c'est-à-dire les salariés. Et donc, les deux piliers de la gauche, c'est ça. C'est l'universalisme et c'est la défense du camp de ceux qui produisent la richesse pour que ces derniers puissent en contrôler la production et la redistribution. C'est ça la matrice de la gauche qui se développe au XXe siècle à travers ces variantes réformistes et révolutionnaires. Au fond, le clivage réformiste et révolutionnaire est très formel parce que sur le contenu, les socialistes de l'époque et les communistes de l'époque sont d'accord. La césure, elle intervient quand? Elle intervient au Congrès de Tours en 1920, où se sépare la question de la voie pour atteindre le socialisme.
hein, la question de la voie pour atteindre le socialisme, mais le contenu, les deux familles s'accordent communément pour l'atteindre, soit par la voie démocratique, soit par la voie révolutionnaire. Mais ces deux gauches sont pas irréconciliables. Elles le sont d'autant moins que les communistes eux-mêmes, à partir de l'expérience du Conseil national de la résistance, adhèrent progressivement au projet d'une transformation de la société par les élections et par les urnes. Si bien que en 1974, naît le programme commun de la gauche. Et d'une certaine façon, cette conciliabilité entre communisme et socialisme, s'agissant de ces deux familles de l'époque, elle est incarnée, malgré toutes les difficultés de l'Union qui reste un combat entre 74 et 81, elle se matérialise par la mise en place d'un gouvernement où il y a des communistes et des socialistes entre 1981 et 1983. Expérience trop courte, comme vous le savez, qui se solde par le tournant de la rigueur, parce que le président de la République de l'époque a eu la mauvaise idée de mettre au poste clé de l'économie des gens qui ne croyaient pas dans la politique pour laquelle ils avaient été mis là, à savoir Jacques Delors, ministre des Finances, et Michel Rocard au plan. Hein, bon, quand vous mettez des gens de la deuxième gauche au plan et aux finances, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils vont déployer avec zèle un plan qui repose sur les nationalisations, la souveraineté économique nationale et des politiques qui, pour réussir, supposaient que l'on sorte du système monétaire européen, car le franc de l'époque était surévalué dans l'économie de l'époque. Alors justement, en 83, c'est de là que date l'origine du divorce entre, je dirais, la gauche et le peuple. Qu'est-ce qui se passe en 83 ? En 83, on change de politique. Et pourquoi on change de politique ? Parce que si vous regardez, je ne vais pas être long là-dessus, mais si vous regardez les fondamentaux, ils étaient bons, hein, sur le terrain de la croissance, de l'emploi, du chômage, du pouvoir d'achat et de l'application du programme, ça marchait. Le seul point noir, c'était le déséquilibre de la balance courante qui supposait, pour être résorbé, qu'on dévalue. Et ça, à l'époque, tout le monde le faisait. Les Américains le faisaient, les Britanniques le faisaient, les Japonais le faisaient. Et nous, on a décidé de ne pas le faire pour une raison très simple, c'est que, très précisément, l'un des héros de la deuxième gauche qui tenait les finances de l'époque avait déjà l'idée de mettre sur pied une monnaie unique dans un marché unique. Et pour cela, il fallait arrimer le franc par rapport aux marques en prévision de la monnaie unique. Et donc, il fallait à tout prix rétablir l'équilibre du commerce extérieur à court terme. Et pour cela, on a fait le tournant de la rigueur. Mais l'histoire se répétera ensuite, parce qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus utiliser l'arme du taux de change, la seule arme possible lorsque vous êtes en déséquilibre, c'est de faire pression sur les salaires, c'est de faire de la dévaluation interne. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 1983, la modération salariale est, est la ritournelle de toutes les politiques économiques qui se sont mises en place depuis cette période-là, où a été inaugurée la fameuse désindexation des salaires sur les prix. Alors donc, il y a un divorce sur le plan économique qui se met en place à partir de ce moment-là, où la gauche devient libérale sur le plan économique, avec les privatisations, avec les baisses d'impôts qui sont supposées relancer l'offre, avec la modération salariale, avec les réformes du marché du travail, etc., etc. Et donc, elle devient peu à peu impopulaire auprès du monde syndical et du monde salarial. Et j'ajouterais que, en plus de ces questions économiques sur lesquelles sa base populaire ne se reconnaît plus,
parce qu'elle avait une base populaire, la gauche. Sa base populaire, c'était très précisément les bastions ouvriers, c'était les terres laïques du Sud-Ouest, c'était les salariés du secteur public, c'était une large base populaire. Eh bien, cette large base populaire ne se retrouve plus là-dedans à cause des questions économiques, mais aussi parce que la gauche, à partir de ce moment-là, adopte ce qu'on appelle un virage sociétal. La gauche, qui devient culturellement hégémonique à partir de ce moment-là, c'est la gauche libérale sur le plan économique, et c'est la gauche sociétale qui est une gauche post-68arde, où, souvenez-vous, en 68, tout ce qui bougeait était rouge. Et bien là, tout ce qui est genré, racisé, etc., eh bien, doit faire l'objet d'un intersectionnalisme qui doit permettre de fédérer tous les mécontentements. Et d'une certaine façon, l'intersectionnalisme, c'est une variante du fameux populisme de gauche défendu par d'autres. C'est un avatar de ça, où vous avez ceux qui défendaient auparavant le tout ce qui bouge est rouge se retrouvent. Et donc, tout ça, c'est quoi? C'est le fait que ce sont les préoccupations des classes intellectuelles supérieures des grandes métropoles, parfois relayées par les banlieues, où les questions de racisation peuvent se trouver posées. Bon, de discrimination raciale tout simplement. Pas appeler racisation, bon. Voilà. Donc, progressivement, il y a la base sociale qui défend cette matrice-là. Ben, c'est pas la base populaire, c'est la base qui se trouve dans les grandes villes et dans les métropoles, d'où le fait que la base populaire se sente abandonnée progressivement par la gauche et cherche à se tourner vers d'autres solutions, même si celles-ci sont plus ou moins douteuses. Donc voilà comment on en est, me semble-t-il, arrivé là. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de montrer que c'est pas parce que la gauche n'est plus laïque, la gauche officielle, n'est plus laïque et n'est plus sociale que le socialisme et la laïcité ne sont pas à l'ordre du jour. Bien au contraire, le socialisme est plus que jamais, au sens générique du terme, à l'ordre du jour, parce que la lutte des classes est plus vive que jamais. Comme le dirait Warren Buffett, c'est les riches qui l'ont gagné. Et donc, si les salariés veulent se refaire la presse, il va falloir qu'ils luttent. Et donc, il va falloir qu'ils se dotent des moyens syndicaux et politiques pour ça. Et puis, la laïcité, c'est plus que jamais d'actualité. L'intégrisme religieux n'a pas disparu. Loin de là. Vous avez l'intégrisme du côté des islamistes qui sévit. Et puis, vous avez un autre intégrisme plus pernicieux qui est celui des nouveaux réactionnaires qui se couvrent derrière la laïcité pour défendre la civilisation chrétienne et les valeurs séculaires de la France traditionnelle. Il suffit de regarder CNews tous les matins, vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je pense que l'alliance des républicains des deux rives ne peut pas être non plus la solution, parce que de l'autre côté, c'est une fausse laïcité qu'ils défendent, au prétexte, qui est un prétexte pour réhabiliter les valeurs de l'Ancien Régime, au nom de la laïcité, donc ils galvaudent la laïcité, et d'autre part, de ce côté-là, vous avez une droite légitimiste, une droite orléaniste qui se moque de la question sociale, mais vous avez aussi une droite bonapartiste, et je termine là-dessus, vous avez une droite bonapartiste qui, auparavant, dans le Conseil national de la résistance, avait noué une alliance avec les communistes et les syndicalistes pour appliquer le programme du CNR et faire de la France l'état social qu'elle a été au cours des 30 Glorieuses. Mais cette droite bonapartiste-là, elle n'a de cesse, depuis le virage libéral du RPR en 1979, parce que c'est après le discours de Cochin de Chirac, eh bien, elle n'a de cesse que de vouloir détricoter l'État social. Donc, trouver une alliance avec ces gens-là, ça me paraît également très difficile. D'où le fait que l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de montrer que
la gauche a plus que jamais un sens, mais que pour qu'elle retrouve la voix des classes populaires, eh bien, il faut que cette gauche-là s'occupe des questions qui préoccupent les classes populaires, c'est-à-dire la question sociale, la question de l'autorité de l'État et toutes les questions que nous avons essayé de développer au cours des campagnes présidentielles et législatives, avec Fabien Roussel au moment de la présidentielle, et ensuite en constituant cette fédération de la gauche républicaine qui a eu le mérite de poser un acte et de montrer qu'au suffrage universel, il pouvait y avoir une certaine attente, et le fait qu'en moyenne nous ayons fait 3% là où nous présentions des candidats est de très bon augure pour la suite, même si naturellement nous commençons de très bas et que le chemin est très long. Merci. Merci Lim. J'invite les prochains intervenants en fait, à tenir leur micro collé contre le menton, parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils seront enregistrés correctement. J'espère que ça est entendu correctement. Là non plus, vous n'entendez pas ? À cause du brouhaha derrière. Et alors ça, la musique derrière, on ne pourra pas l'enlever. Je vois pas. Est-ce que quelqu'un peut éventuellement monter encore le son sans que ça fasse un effet Larsen? Est-ce que Isabelle et Emmanuel ont un élément à rajouter avant qu'on passe à la deuxième question sur justement comment on en est arrivé là, sur le constat, sur comprendre la situation? Je trouvais que le résumé de Lim était très pertinent. Mais c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des uns et des autres en plus. Moi, je rejoins complètement ce que vient de dire Lim sur la perspective historique et sur l'existence actuelle, réelle, sur la réalité du clivage droite-gauche qui, je trouve, a repris des couleurs après les deux campagnes présidentielles et législatives. Je pense qu'on a un peu dissipé le tout et dans tout, ni droite ni de gauche. Donc on a encore des gens qui se laissent prendre dans le miroir aux alouettes, mais j'ai l'impression que 2022 marque le retour de la lisibilité de ce clivage. Puis après on parlera des valeurs que tu citais, des valeurs de la République et de leur furieuse actualité. C'est bon. Voilà, donc effectivement, je pense qu'en s'appuyant sur ce constat de naissance de la gauche, sur l'idée républicaine et universaliste, puis les combats sociaux, vous comprenez pourquoi notre fédération s'appelle la Fédération de la gauche républicaine. C'est les deux pieds sur lesquels nous marchons, c'est furieusement jaurétien, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et c'est le travail qu'on veut faire. Alors évidemment, comme je n'ai pas une note écrite, mais une note dans mon téléphone, il faut que j'arrive à la rouvrir pour vous parler de la deuxième question qui donc est liée à ce que je viens de vous résumer, c'est-à-dire quelle est l'actualité, pourrait-on dire, des valeurs de la République. Pourquoi est-ce qu'elles sont au cœur de la solution? Liberté, égalité, fraternité, laïcité, le rappelait Lim. Est-ce que nos valeurs sont modernes? Est-ce que l'on doit retrouver le chemin d'une certaine forme d'universalisme pour pouvoir rassembler, à la fois retrouver le chemin du peuple et rassembler des majorités? Parce que notre objectif, ça a toujours été celui-là, hein, c'est un combat furieusement révolutionnaire par rapport à la situation du monde, mais terriblement démocratique, c'est-à-dire s'appuyant sur des volontés et des dynamiques majoritaires. Et donc, comment on peut en arriver là? Et donc, je vais passer la parole à Isabelle, qui va nous rappeler son attachement. Et comme vous pourrez le voir, c'est un champ polyphonique, notre attachement collectif à ces questions-là. Merci Catherine. Alors effectivement, moi je viens de la famille de philosophie politique des radicaux, donc je suis coprésidente des radicaux de gauche, et donc les radicaux sont très attachés à ces valeurs c'est un vieux parti, à ces valeurs de la République, qui n'ont pas pris une seule ride et qui ont même, je trouve qu'ils sont d'une actualité accrue. Il y a beaucoup plus d'acuité sur les quatre piliers que tu citais, hein, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité que tu y ajoutes. Et c'est le fondement commun
de notre engagement ensemble au sein de la fédération. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on est à gauche de retrouver, de discuter, d'échanger, de construire ensemble avec d'autres partis de gauche. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette sur ces sujets-là, alors que Liam l'a dit, l'universalisme en a pris un sacré coup depuis quelques années, quelques décennies, et moi je suis toujours très triste de voir des copains de gauche d'autres partis qui vont faire campagne dans des lieux de culte ou qui sont dans un intersectionnalisme que je trouve mortifère. Alors, on est des défenseurs de l'universalisme, c'est vraiment le sujet qui nous réunit tous, et j'étais très heureuse d'entendre que tu le mettais en premier pilier historique. Donc voilà, la liberté, si l'on prend le premier mot que tu évoquais, Catherine, la liberté, historiquement, tu parlais de la Révolution. L'un des premiers acquis de la Révolution, c'était de permettre à tous les citoyens d'être égaux devant la sécurité, c'est-à-dire de ne pas se retrouver embastillés, sans procès, dans une inégalité parfaite, pas savoir ce qui leur arrivait et puis disparaître de la circulation. Donc ça, c'était l'une des premières des libertés. Pendant très longtemps, ça paraissait aller de soi en France. Et puis, les dernières années ont montré que on avait quelques sujets de libertés individuelles et de libertés publiques qui refaisaient surface. Et donc, ça fait partie des sujets que l'on doit porter à gauche, parce on est pleinement libre que quand tout le monde est libre, ce qui n'est pas encore le cas, et on est pleinement libre que lorsque la justice est indépendante et lorsque tout ce système-là est parfaitement transparent et pleinement compris par tous les citoyens. Et on voit bien que sur ça, on a eu quelques reculs. C'est pour ça que je vous dis que c'était plus particulièrement d'acuité. Il y a quelques exemples très concrets, évidemment, tout le monde pense aux manifestations des Gilets jaunes quand je dis cela, mais il y a aussi le fait que les cahiers de doléances issus des Gilets jaunes et ces mouvements-là sont restés mais complètement enfermés dans les préfectures. Il faudrait quand même un jour songer à les libérer, à aller les lire et en faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, qu'ils n'aient perdu toute leur pertinence. Donc ça, c'est sur la liberté. Et puis on peut aller aussi vers tous les sujets de démocratie. On ne gouverne pas à coup de 49-3, ça a ses limites. Donc on verra dans ce nouveau mandat présidentiel ce qu'il lancera et ce qu'il fera à nos parlementaires. Mais ça, c'est un sacré sujet. On voit aussi revenir le Conseil national de la défense qui est tout sauf une pratique démocratique. Donc la liberté, ça signifie aussi la liberté sur ce plan-là. Et puis l'égalité, qui est l'égalité qui en découle, on voit bien que la captation des richesses que tu décrivais tout à l'heure a produit dans le quinquennat précédent de plus en plus de très riches et puis une grande pauvreté de nos jeunes, ce qui est quand même quelque chose d'insupportable. Les jeunes, c'est notre avenir, notre promesse, c'est ce que l'on essaie de transmettre en valeur. Et donc que les jeunes n'arrivent pas à se nourrir, que les jeunes n'arrivent pas à se connecter, qu'ils se suicident, qu'ils soient malheureux, c'est quand même quelque chose d'épouvantable, de terrible. Et on ne peut pas rester sans réagir, sans solution. Et je ne parle pas de rustine ou de solution à la petite semaine. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus englobant qu'il faut arriver à concevoir. Et on est quand même assez mal barré sur ce plan-là aujourd'hui. Donc j'espère que ce message sera entendu dans les débats parlementaires et qu'il y aura des propositions à la mesure. Mais pour l'instant, je pense que je ne suis pas la seule à rester sur ma faim. Et puis, puisqu'on parle d'égalité, l'égalité femmes-hommes, qui était l'une des grandes causes du quinquennat, on n'a pas bien vu. Et voilà, ça c'est aussi un sujet. On est ici à la fête de l'UMA, dans un parti qui a toujours porté très haut les couleurs de l'égalité et du droit des femmes. Et c'est pareil, il faut qu'on soit tous égaux de la même manière, y compris sur le plan salarial et sur le plan de l'égalité et de la liberté. On a eu quand même certes un grand nombre de reculs. Tu parlais du retour des réactionnaires. Et le retour des réactionnaires, c'est jamais une bonne nouvelle pour les femmes et c'est jamais une bonne nouvelle pour les minorités, quelles qu'elles soient. Et on voit bien sous les coups de boutoir de partis politiques très réactionnaires, de partis religieux
je pense à Civitas, qui s'est transformé en parti politique. Toute l'incidence mortifère, là aussi, que ça a sur le droit de certains des citoyens qui vont devenir moins capables ou empêchés. Puis on le voit à l'échelle de toute l'Union européenne et dans d'autres pays avec la décision récente aux États-Unis. Et donc ça doit nous rendre vigilants et ça doit nous rendre plus mobilisés pour défendre ces droits et en acquérir de nouveaux, parce qu'on n'est pas non plus uniquement dans la défense de ce qui préexistait. Tu parlais de fraternité, on y arrive aussi par ce biais-là. Alors, on a beaucoup vu des chiffres sur l'argent donné aux associations de chasseurs et sur l'envolée de ces budgets. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce que il y a eu des missions qui ont été transférées de l'État à nouveau vers les associations. Mais globalement, moi, j'aimerais plus voir les budgets refleurir des associations d'éducation populaire, des associations culturelles de sport, parce que c'est ça qui renforce la cohésion de notre société, c'est ça qui nous amène dans la fraternité. C'est aussi le fait de militer ensemble sur le plan syndical, sur le plan politique, parce qu'il n'y a pas tant d'endroits que cela où toutes les générations sont ensemble et où il y a un égal respect. Les jeunes ont toute leur place, les anciens ont toute leur place. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre dans ces milieux-là. Et c'est ça aussi la fraternité. Et je vais reprendre cette expression, je disais tout à l'heure, ça en avait pris un sacré coup. La fraternité, elle en a pris un sacré coup dans tous les dispositifs qui permettent de récupérer des gens à un moment où ils sont fragiles. C'est difficile avec les APL, c'est difficile d'aller récupérer son RSA. Voilà, moi, au début, je n'étais pas très séduite par le revenu unique, mais en tout cas, la promesse de ne plus aller multiplier les démarches et d'avoir un minimum, j'y suis très sensible. Il faudra qu'on en fasse quelque chose d'une manière ou d'une autre, parce que c'est pas possible que plus d'un tiers des gens qui peuvent bénéficier d'une aide parce qu'ils en ont besoin n'aillent pas la chercher, que ce soit pas une... Voilà. Et on continue dans l'espèce de culture des salauds de pauvres là, depuis le quinquennat précédent, alors qu'on sait très bien que c'est pas l'évasion, les manipulations sur les sujets sociaux et ce qui est versé indûment est sans aucune mesure avec l'évasion fiscale. Donc voilà, il faut remettre les choses sur le bon plan et sur la fraternité, pouvoir permettre à ceux qui trébuchent, à ceux qui ont une difficulté de pouvoir vivre dignement. Tu citais le Conseil national de la résistance. Dans le préambule, je suis très attachée à la Constitution de 1946. Il y a aussi les conditions de vie dignes. Il y a les jours heureux, mais il y a aussi les conditions de vie dignes. Et si notre République, elle n'est pas foutue, elle n'est pas capable d'assurer les moyens de vie digne à tous, sur la fraternité, ça reste un mot très creux, frontispice de tous nos bâtiments publics. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre aussi. Puis sur la laïcité, tu le disais, la laïcité, elle est, je trouve, plus instrumentalisée que jamais, plus en danger que jamais. On a des partis politiques qui ont intégré plus nombreux qu'avant la dimension religieuse, que ce soit tout à fait explicite ou que ce soit dans des impensés de certains ou que ce soit en contournant le discours officiel. Alors c'est vrai à droite comme à gauche, et même c'est vrai dans ceux qui se révèlent du nini. Moi j'en peux plus de voir le président de la République chanoine du Latran. L'école de 2 à 3 ans, on voit bien la promesse de financement des écoles privées religieuses. Pour moi, les fonds publics vont à l'école publique. Voilà, donc la laïcité, elle est en danger sur à peu près tous les plans. Et surtout, ce qui me révulse, c'est son instrumentalisation par les ennemis de la laïcité qui se revendiquent de la laïcité pour mieux la combattre et pour mieux aller promouvoir une religion par rapport à l'autre ou aller massacrer une religion par rapport à l'autre. La laïcité, c'est un principe de concorde, c'est un principe de paix, c'est un principe de fraternité. Et l'avoir dévoyé de cette manière-là, c'est ça. Enfin voilà, je ne suis pas la seule. C'est vraiment, vraiment insupportable. Et donc les piliers de la République,
Tu parlais de l'universalisme, donc on a la liberté, l'égalité, la fraternité. Moi, je mets la laïcité dans l'universalisme aussi. Et on n'a pas parlé encore de l'indivisibilité de la République. Tu en as parlé un peu par l'intersectionnalisme. Mais aujourd'hui, on réfléchit à ce qu'on va faire à Mayotte. Pendant la campagne présidentielle, j'ai quand même entendu des trucs effarants sur la Corse. Donc voilà, on est dans une République indivisible, universelle. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Je pense qu'il faut vraiment frotter à la paille de fer toutes ces notions-là et puis avoir des propositions fortes, innovantes et pas laisser passer les accros qui sans cesse détricotent ce pacte républicain. Donc oui, furieusement d'actualité. Est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose sur ce brillant plaidoyer pour nos valeurs universelles? Juste sur la fin de ce que tu as dit, oui, la deuxième gauche dont on parlait tout à l'heure, oui, j'ai omis de dire que c'était une deuxième gauche girondine. Parce que la gauche, pendant la Révolution française, se structure dans le club des Jacobins. Et dans le club des Jacobins, il y a les montagnards et les Girondins. Donc il y avait déjà un débat là-dedans, qui avait à l'époque gagné les montagnards et qui avait accouché de l'idée d'une France une et indivisible, très précisément. Alors que les Girondins sont d'une tradition fédéraliste. Alors, les Girondins au sens large, j'englobe là-dedans nos amis de la droite du Parti socialiste de l'époque où j'y étais, mais aussi nos amis d'Europe Écologie Les Verts, qui défendent de go une Europe fédérale des régions en défendant tous les particularismes, les langues régionales, toutes ces choses-là, quoi. Et donc c'est une Europe des régions avec des eurorégions, et c'est pas du tout une Europe des États-nations. C'est pas la fédération d'États-nations sur laquelle on s'était battu avec Chevènement et Jospin à l'époque de la gauche plurielle. Et il y avait les radicaux aussi à l'époque. Emmanuel, un mot? Non, mais peut-être pour revenir à l'intitulé de ce débat, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes rassemblés pour porter une double exigence qui est dans le nom de cette fédération, c'est à la fois la gauche et la République. Dans nos débats préparatoires et dans nos discussions avant la création de la fédération, il y avait quand même une obsession qui nous taraudait toutes et tous, qui était comment accepter d'un point de vue politique et d'un point de vue moral le fait qu'une bonne partie des classes populaires, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, avaient progressivement déserté la gauche pour rejoindre soit le camp de l'abstention, soit le camp de l'extrême droite. C'est ça, au départ, qui motive la création de la fédération et les débats qu'on a essayé de susciter au sein de la gauche française. Parce que, il y a toutes les raisons qui ont été soulevées par Lim, mais la principale raison qui fait que les ouvriers, les employés ont quitté progressivement la gauche, et qui fait que le clivage droite-gauche, à nous, il apparaît évident, mais en réalité, il y a quand même une bonne partie des gens, de la jeunesse ou des classes populaires pour qui c'est moins clair, parce qu'il y a eu une indifférenciation progressive entre la gauche et la droite depuis environ 40 ans. C'est-à-dire que progressivement, Lim l'a très bien dit, il y a une conversion d'une partie de la gauche de gouvernement aux thèses libérales, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire un rapport au marché qui est de plus en plus complaisant, qui laisse la société de marché se déployer, qui ne conteste pas un modèle qui est fondé sur la prédation, l'exploitation et l'hyperconsommation, et qui fait qu'à la fin, on a des gouvernements de gauche qui arrivent en disant que ce qui est progressiste, c'est toujours plus de compétitivité, toujours plus de libre-échange, toujours plus de laisser-faire. Et c'est ça qui fait, à un moment, qu'on a une partie des classes populaires qui se révoltent, qui se détournent de la gauche. Elles s'en détournent d'autant plus facilement que dans des territoires entiers, vous avez un éloignement de la République et surtout les effets concrets néfastes de la mondialisation libérale que sont la désindustrialisation et le chômage de masse, qui vient en partie, Lim pourrait en témoigner comme moi, des politiques européennes qui ont été menées pendant 30 ans, qui sont des politiques clairement libérales, antisociales et assumées comme telles. Et donc, il y a une fuite progressive des classes populaires. Et pour nous, c'est quelque chose qui est profondément insupportable. C'est insupportable de voir des ouvriers, des employés, c'est-à-dire les gens
pour qui on se bat, parce que être de gauche, c'est avant tout savoir pour qui on se bat. Et on se bat pour l'amélioration des conditions de vie matérielles et morales des salariés ou de ceux qui aspirent à l'être ou de ceux qui l'ont été, qui vivent chichement. Voilà, ça c'est vraiment le début de notre réflexion. Puis la deuxième chose, qui est un petit peu plus spécifique à cette fédération, c'est que nous considérons que la République, ça reste aujourd'hui un projet subversif et révolutionnaire. Ça ne va pas de soi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se réclame de la République. Il y a même un parti de droite qui s'appelle les Républicains. Les macronistes n'ont que ce mot à la bouche. Et parfois même à l'extrême droite, qui a quand même pendant des années stigmatisé la gueuse, aujourd'hui, on se drape dans une sorte de mythologie républicaine. Évidemment, dès qu'on gratte un peu, ça s'enlève, mais et ça aussi, ça fait partie de nos réflexions. C'est nous, on considère que la République, c'est profondément subversif, et j'allais même dire, c'est totalement contraire à la société de marché telle qu'elle se déploie aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la République, elle est fondée sur un certain nombre de piliers, ça a été dit excellemment, mais si j'en reviens sur l'égalité, c'est à la fois l'égalité des citoyens, et ça, c'est la revitalisation démocratique, c'est le fait de faire participer davantage les citoyens aux décisions. C'est aussi l'égalité des conditions, pas l'égalité des chances, l'égalité des conditions, c'est-à-dire le travail inlassable, c'est le combat social pour que les conditions s'harmonisent, pour que les richesses soient redistribuées et pour que l'État ait un rôle central dans cette redistribution, mais aussi dans l'aménagement du territoire. Et puisque je parle des territoires, l'égalité, c'est aussi l'égalité des territoires. C'est-à-dire on n'accepte pas l'idée que sous les coups de boutoir de la mondialisation, un certain nombre de départements, de régions entières soient relégués, soient perdus, là où les services publics disparaissent, là où la culture s'efface, là où les logiques de solidarité organisées par l'État s'estompent et s'étiolent progressivement. Bah, tout ça, ça ne va pas de soi dans une société de marché. Au contraire, la société de marché se nourrit de l'inégalité entre les citoyens, de l'inégalité entre les salariés et de l'inégalité entre les territoires. L'effet le plus concret et tangible pour les gens de la mondialisation, c'est quand même la métropolisation et la désertification du reste des territoires. Et pour nous, ça doit être un combat central pour la gauche. Or, ça ne l'a pas toujours été et ça ne l'est pas toujours. Aujourd'hui, regardez les réactions qu'il y a eu aux propos récents de Roussel, de Ruffin, et même de ce que nous disons aussi. Il y a quand même aujourd'hui un débat à gauche qui n'est pas tranché sur le travail qu'il convient de faire pour ramener à l'idéologie progressiste les classes populaires, les classes laborieuses. Donc ça, c'est vraiment le chantier qui est devant nous. Je réagis sur l'universalisme aussi. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de salut pour le peuple français hors de l'universalisme. Tout ce qui contribue à la différenciation, tout ce qui contribue aux logiques de sissiparité, tout ce qui encourage et exacerbe les logiques identitaires, c'est pas seulement la mort de la gauche, c'est la mort du progrès pour les Françaises et les Français. Et là, je peux vous dire qu'il y a un combat qui est central. C'est Lim faisait allusion en quelque sorte à une américanisation des thématiques dans la gauche française. Mais c'est vrai, à partir du moment où on encourage cette espèce de sissiparité, de revendication identitaire, on fait le contraire de ce qui est attendu de la gauche et de la République, c'est-à-dire rassembler ceux qui étaient épars. Et au contraire, on encourage l'hétérogénéité et la différence. Or ça, à la fois, ça aboutit à la guerre de tous contre tous, c'est précisément le contraire du projet qu'on entend mener. Donc, pour nous, il y a une revendication qui est celle de la gauche, il y a une revendication qui est celle de la République, c'est-à-dire qu'on ne sépare pas, en fait, Isabelle le disait, le combat social, le combat laïque, mais on reste quand même totalement dans la filiation révolutionnaire nationale, qui est celle qui a vu émerger le concept de gauche il y a plus de 200 ans. Dernier point, et j'en finis par là, ça a été abordé à l'instant par Isabelle, ça me paraît décisif, la question du cahier de doléances, et plus largement du mouvement des Gilets jaunes. Parce que moi, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, c'est vraiment un mouvement français républicain par excellence. Il y a la question de l'égalité, c'est-à-dire l'égalité territoriale a été posée. Il y a la question de la revitalisation démocratique, et c'est les cahiers de doléances, et c'est la revendication sur le RIC. Mais aussi, il y a la fraternité des ronds-points. Et tout d'un coup, un peuple
qu'on avait oublié, qu'on avait dissimulé, qu'on avait occulté, qui fait émergence sur le débat public, portant des revendications qui en réalité sont les nôtres, mais qui le font avec leur singularité, avec leur voix. Et je pense que s'il y a un chemin à tracer, un point d'appui pour les forces de gauche aujourd'hui, c'est précisément de s'inspirer de ce mouvement qui a été moqué, qui a été stigmatisé, alors que pour moi, il participe de ce qu'on appelle le génie national. Et c'est très important de continuer à faire vivre cette vigueur, cette originalité qui doit irriguer nos travaux, qui doit nourrir nos réflexions. Merci Emmanuel. Effectivement, tu as presque fait la transition avec nos deux questions suivantes. Je voudrais juste, à propos d'universalisme, puisque j'ai évoqué Jaurès et que tout le monde va me dire plus de 100 ans quand même, c'est vieux. En fait, les grands modernes n'ont pas d'âge, donc ce n'est pas la question. Mais je vous citerai quelqu'un qui est plus, dont l'évocation sera plus iconoclaste, sans doute, à vos yeux. C'est un grand auteur britannique qui aujourd'hui vit aux États-Unis et qui depuis 30 ans vit sous la menace d'une fatwa qui a fini par d'ailleurs le blesser grièvement récemment. C'est donc, vous l'avez compris, de Salman Rushdie dont je veux parler. Et Salman Rushdie a écrit des romans que je vous invite à relire, qui sont aussi un peu anciens, mais enfin moins que Jaurès. Il a écrit en particulier un roman qui s'appelle La Honte, et qui est un roman sur le Pakistan, son histoire, son devenir. Et à un moment d'un chapitre, il dit, oui, le Pakistan est en difficulté, mais je ne sais pas comment ça va tourner, enfin je ne sais plus comment c'est formulé, bien mieux que ce que je vous ai envie de dire, parce qu'il écrit très bien. Oui, il a le choix, soit ça sera une théocratie militaire, enfin une dictature militaire, soit ça sera une dictature théocratique. Et franchement, je ne vois pas comment, dans l'état où est le Pakistan à ce moment-là, donc c'est 80 et des poussières, hein, ce roman, je ne vois pas comment il peut sortir de cette alternative, et je suis très triste pour ce pays. Et puis il s'arrête, puis il dit, ah si, il y a peut-être quelque chose oui, il y a peut-être quelque chose qui peut sauver de cette alternative-là, il y a un truc qui existe, il ne le dit pas comme ça, il ne dit pas un truc qui existe, hein, mais il y a liberté, égalité, fraternité. Et franchement, alors évidemment, ça rencontrait mes convictions profondes, mais franchement, qu'un auteur d'origine indienne, anglo-saxon, considère que la seule piste de salut pour un pays qui peinait à trouver sa voie, c'était de s'accrocher à liberté, égalité, fraternité. Moi, ça m'a rendu tout à fait à l'évidence que l'universalisme avait un sens. Et l'universalisme, ce n'est pas de faire passer tout le monde à la moulinette. Par exemple, et j'en finirai sur cette question-là, sur la question du combat antiraciste. Un vrai républicain est forcément antiraciste. Il est forcément pour l'égalité des citoyens et des citoyennes. Mais son combat, pour le résumer de façon un peu simpliste, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est quand même un combat pour que tous les citoyens puissent avoir le droit à l'indifférence et non pas le droit à la différence. Et ce qui a noyé, à mon sens, la gauche aujourd'hui, c'est un combat pour le droit à la différence, aux différences. Alors après, on multiplie les différences et à force de multiplier les différences, on ne sait plus ce qui fait commun. Or, pour mobiliser, pour agir, il faut faire commun, il faut une majorité, et une majorité qui se batte aussi pour l'égalité de ceux qui ne sont pas majoritaires, pour ceux qui sont discriminés sur le plan de la race, du sexe, du genre, des convictions religieuses, etc. Mais c'est cette évidence-là, et de l'avoir retrouvée sous la plume de Salman Rushdie, ça a pour moi été une évidence que l'universalisme n'était pas un mot vain et qu'il avait une pratique tout à fait importante. Bon, alors je retrouve mes notes, je vous refais le coup du code. Hein, vous me direz que si j'avais mis une empreinte, ça irait peut-être plus vite. Et nous avons deux questions devant nous qui devaient être évoquées de concert par Jean-Luc et Emmanuel. Et visiblement, les embouteillages de Jean-Luc se prolongent. Donc, il arrivera pour la conclusion, je l'espère. Et donc, on avait la question de vouloir, c'est-à-dire quand on a fait le constat, quand on sait sur quelles valeurs on s'appuie, qu'est-ce qu'on veut vraiment, quelle refondation du projet d'émancipation et de justice sociale devrait être portée par la gauche, que faire pour la France et son peuple,
Quelles sont nos priorités, nos propositions principales? Le programme du CNR qui a déjà été cité plusieurs fois, mais le vrai, hein, j'entends bien le CNR, pas le Conseil national de la refondation. Hein. Franchement, comme me disait mon frère hier soir à table, il ose tout. Il n'a aucune pudeur, il ose tout, même la récupération du sigle CNR. Bref, est-ce que le programme du vrai CNR peut être une source d'inspiration? On l'a cité pour plusieurs exemples, et moi je pourrais vous en citer d'autres éventuellement. Et puis, quand on veut, il faut se donner les moyens d'agir. Et agir, c'est quel chemin emprunter? Alors là, dans les alliés qui sont devant nous potentiels, avec la NUPES, point d'interrogation, avec plutôt le PC, avec le PS, j'avais mis des guillemets, purifié, avec Cazeneuve et ses amis, c'était un peu de la provocation, enfin bon, pourquoi pas. Bref, avec quels alliés on peut avancer et surtout, éventuellement, avec quelles associations, avec quels syndicats, avec quel mouvement social, puisque la gauche ne se comprend que ça. Je finirai cette question sur une petite note d'humour, parce que j'ai dit NUPES, parce que moi je prononce toutes les lettres, mais il y a ceux qui disent NUP, pour ne pas le citer, c'est Jean-Luc Mélenchon, et qui donc oublient la question sociale, enfin si je suis un peu provocatrice. Il y a ceux qui disent NUPS, et qui sautent par-dessus la question écologique. Ça, je ne sais plus qui le fait. Mais ça doit paraître plus moderne, plus peps, NUPS que NUPES. Donc voilà, je sais pas, je vous laisse le choix de savoir comment on le prononce. Et même si c'était nécessaire d'essayer de rassembler les forces de gauche pour ce combat national, est-ce que c'était la meilleure façon de faire? C'est un peu les questions qui nous sont posées. Donc vouloir et agir avec qui? Voilà les questions qui vont conclure notre débat. Et je commence à donner la parole à Emmanuel Morel. Bon, avant, parce que peut-être qu'il faudrait quand même que la salle, même si dans ce brouhaha, je ne sais pas si vous entendez quelque chose, vouloir agir, bon évidemment, ce n'est pas en 5 minutes qu'on va traiter le problème. Je pense quand même que, je reviendrai sur la NUPES, qui est quand même pas le problème le plus important pour les gens aujourd'hui. Hein, quand on voit l'urgence du moment, c'est-à-dire l'inflation, l'urgence écologique que personne ne peut nier vu l'été qu'on vient de passer, la question de l'énergie qui s'invite dans le débat. C'est d'ailleurs intéressant parce que on est quand même à la fête de l'UMA. Certains ont suivi attentivement la campagne de Fabien Roussel. Avant même la guerre en Ukraine, il avait posé 2 questions qui avaient d'ailleurs suscité un certain nombre de débats parce qu'elles avaient été posées dans des termes parfois provocateurs, mais qui étaient quand même, comme toute provocation, qui amenait à un débat, puisqu'il avait posé la question à la fois de la souveraineté alimentaire et la question de la souveraineté énergétique. Et franchement, quand on voit la situation dans laquelle on est à l'issue de cet été, c'est-à-dire à la fois une pénurie, des menaces de famine pas seulement en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud et un peu en Asie. Et puis bien sûr la question de l'énergie qui se posait avant l'Ukraine, hein, parce que moi je pense que ça serait hypocrite de considérer que seule la guerre en Ukraine a posé de façon aiguë la question énergétique. En réalité, elle se posait bien avant, mais évidemment, les événements récents l'ont accélérée de façon très aiguë. Bon, ce qui était intéressant, je pense, dans la campagne de Roussel, c'est que finalement, il mettait en exergue quelque chose qui, à mon avis, doit être partagé par toute la gauche, c'est le refus de séparer le combat social et le combat écologique. Et en ce qui me concerne, à la GRS, on s'est toujours revendiqué de quelque chose qui est un peu théoriquement confus, mais qu'on peut comprendre, qui est l'éco-socialisme, c'est-à-dire vraiment l'idée de ne jamais opposer la nécessaire bifurcation écologique ou transition écologique. Enfin, moi je dis bifurcation parce que ça suppose quand même une révolution dans nos modes de consommation, dans nos modes de production, qui est très importante. Ce n'est pas seulement le capitalisme vert. Et évidemment, le combat social, c'est la redistribution, mais aussi la production. Et bien sûr, Lim aura beaucoup de choses à ajouter, mais je pense que c'est très important, et c'est d'ailleurs parfois un débat qu'on a au sein de la gauche, de ne jamais oublier la question de la production quand on porte un message de gauche. On est souvent d'accord sur la question de la redistribution. Oui, bien sûr, la question qui se pose aujourd'hui à la rentrée,
c'est la question des salaires. Il faut augmenter les salaires, il faut indexer les salaires et les pensions sur l'inflation. Il faut être en capacité d'imposer une politique redistributive plus importante. Il faut une grande conférence salariale. Il faut évidemment taxer les super-profits. Et au-delà, à mon avis, il faut une autre fiscalité sur les dividendes. Tout ça, je crois quand même qu'aujourd'hui, il y a un socle commun à gauche. La question écologique également, quelles que soient les forces politiques en présence, il y a quand même la conscience de l'urgence du moment, de l'urgence de la transition, de l'urgence de la bifurcation, de l'urgence de préserver la biodiversité, qui est quand même largement entamée. Il y a un débat en revanche sur les moyens d'y parvenir, et c'est là qu'il y a une singularité de la Fédération de la gauche républicaine, c'est que nous, on pense notamment sur l'énergie, qu'il ne faut pas se payer de mots, et si l'objectif, c'est de sortir des énergies fossiles, si l'objectif, c'est d'avoir une économie totalement décarbonée, alors il faut faire des choix logiques, rationnels, qui passent notamment, mais pas seulement, par un mix entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Et donc, il faut assumer ça publiquement, parce que selon nous, c'est la façon d'être le plus efficace pour... salut, je vois une amie qui passe, qui n'est pas du tout communiste d'ailleurs. Hein. Bref. Ça, je pense que cette tension entre combat social, combat écologique, la nécessité de mener les combats de front, je pense qu'on sera d'accord. Mais il y a quand même la question de la production. Et c'est là, je pense qu'il y a parfois des divergences entre nous. Et c'est là que la politique de reconquête républicaine que nous portons a du sens. Moi, je pense d'abord qu'il faut très clairement poser la question des limites à la politique de libre-échange et donc à la relocalisation massive de la production au plus près de l'Hexagone, voire dans l'Hexagone. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de réindustrialisation dans le programme de la NUPES et dans le programme de la gauche en général. Moi, je trouve qu'on ne fait pas assez la publicité, la promotion de ce que quelqu'un comme Arnaud Montebourg, par exemple, a appelé le Made in France, c'est-à-dire le pari qu'il faut remettre des usines, remettre des entreprises sur notre sol pour produire des choses que nous ne produisons plus aujourd'hui et que l'épidémie de Covid, notamment, a mis en exergue de façon spectaculaire. Quand on voit qu'un grand pays comme la France n'était pas capable de sortir des choses aussi élémentaires que des masques, que de la protection ou des médicaments de base, ben, il y a quelque chose qui dysfonctionne complètement. Et s'il n'y a pas une contestation massive, radicale, de la logique de libre-échange qui prime en Europe depuis 30 ans, qui consiste à dire il y a des chaînes de valeur complexes et on sous-traite à des continents entiers la production de choses qui sont pourtant élémentaires, alors on ne changera pas le mode de production et donc on ne réalisera pas cette politique de reconquête républicaine dont je parlais à l'instant. Mais la reconquête républicaine, c'est aussi redonner à l'État et aux entreprises publiques un rôle stratégique qu'elle a largement perdu, ou plus exactement que les gouvernements successifs lui ont retiré. Et là, le débat sur l'énergie, de ce point de vue-là, est central. Au-delà du mot d'ordre de la renationalisation d'EDF, je pense qu'il faut avoir une politique publique de l'énergie qui tourne le dos aux errements des 20 dernières années, et notamment, alors il y a au niveau européen le marché de l'électricité qui est une folie, une aberration, mais même en France, quand on voit qu'aujourd'hui, on oblige EDF à vendre de l'énergie qu'elle produit à des entreprises concurrentes à un prix, enfin au coût de production, c'est une aberration aussi. Et ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, EDF n'ait pas pu entretenir, comme il se devait, un parc nucléaire qui est pourtant très utile au moment où on a un problème de pénurie énergétique. Donc ça, c'est des réponses qui me paraissent absolument essentielles. Et puis je finis sur un dernier point. Je pense que quand même, dans le programme de la gauche républicaine, il faut mettre en place tout ce qui permet de freiner l'extension de la société de marché. Je considère qu'il y a des domaines entiers de la vie sociale, de la vie civique, qui doivent complètement échapper au marché. Et de ce point de vue-là, on a des efforts à faire parce qu'il faut penser une vie sans publicité ou avec moins de publicité. Il faut penser une vie avec plus de sphères collectives, à plus de domaines collectivisés ou en tout cas rendus aux citoyens. Il faut penser une vie où les entreprises publiques ou les services publics ont un rôle plus important. Bref, la question de l'extension de la sphère du marché dans nos vies, alors bien sûr il y aurait beaucoup de choses à dire sur le numérique aussi, pour moi c'est un combat absolument central. Et quand on est républicain et de gauche,
On a une réflexion sur le rôle des GAFAM, sur le nécessaire démantèlement. On a une réflexion sur l'invasion des écrans et sur le fait qu'il va falloir les limiter. On a une réflexion sur la fabrication de grosses bagnoles qui sont aujourd'hui totalement inutiles, mais qui se développent. Et à un moment, il va falloir une réflexion sur... Bref, il y a tout ça qui sont des sphères qu'on n'a pas forcément toujours investies politiquement et qui, pour moi, sont porteurs d'avenir. Voilà pour l'élément, on va dire, programmatique, en quelque sorte. Sur les questions stratégiques, on y reviendra peut-être avec la salle, c'est pas l'essentiel, mais ce qui a motivé la création de la Fédération de la gauche républicaine, c'est aussi qu'on considérait qu'il y avait un certain nombre de thèmes qui n'étaient pas centraux dans le programme des autres. C'est aussi simple que ça. Et quand je parlais de souveraineté, quand je parlais de reconquête industrielle, quand je parlais de Made in France, quand on parlait tout à l'heure de laïcité, bah voilà, c'est des points que nous, on considère essentiels et centraux, qui ne sont pas suffisamment traités par les autres. C'est la raison pour laquelle, à un moment, bah, on est allé se coltiner au suffrage universel, tout simplement. Merci Emmanuel. Peut-être que je vais accueillir Jean-Luc Laurent, qui est donc le président du MRC. Je ne sais pas s'il y a un technicien qui pourrait en fait baisser un tout petit peu le volume, parce que ça fait en fait des effets Larsen dans nos oreilles, et je remercie Emmanuel et les autres intervenants d'arriver à parler parce que c'est entre deux brouhahas, la musique de dehors et l'effet derrière, là, donc je ne suis pas sûre de bien comprendre le niveau, mais voilà. Donc, je vais passer la parole à Isabelle ou à Lim, ou aux deux, à tour de rôle, sur ces questions-là. S'ils veulent rajouter quelque chose, ce sera avec plaisir. Emmanuel a insisté sur ce que nous voulons. Et la deuxième partie de la question, c'est avec qui. Donc, je vais me focaliser sur cette deuxième partie de la question. En commençant par évoquer la NUPES, puisque nous traitons nous aussi de la question écologique et sociale, et que nous sommes amenés à dialoguer avec tous ces partenaires. Alors, comme vous le savez, la NUPES, c'est un accord électoral. Et comme vous le savez aussi peut-être, certains d'entre nous en ont appelé, mais c'était bien avant la séquence électorale passée, à un nouvel Épinay. Alors, c'est un terme très codé, mais nouvelle Épinay, pour moi qui suis un ancien socialiste, ça veut dire que tout le monde se met autour d'une table et qu'on construit un parti de toute la gauche, uni, dans toute sa diversité, avec un vrai cadre collectif, avec des règles, avec des adhésions, avec des textes, avec des discussions, des débats, des congrès, etc. etc. C'est ça l'enjeu, si on veut que... la gauche, dans toute sa diversité, se rassemble et redevienne un jour en position de reprendre le pouvoir. Alors, on n'en est évidemment pas là. La NUPES n'est qu'un accord électoral où il n'y a même pas toutes les composantes de la gauche. On a essayé de discuter, ça ne s'est pas fait. Et ça a justifié que nous présentions des candidats aux élections législatives, car en politique, la vérité des prix, c'est le suffrage universel. Vous pouvez avoir toutes les bonnes idées que vous voulez, on peut faire tous les bons cours qu'on veut à l'université. Si on veut que ça existe sur le terrain politique, c'est la légitimation du suffrage universel qui fait exister un courant d'idées. Donc voilà. Donc je disais tout à l'heure que le fait que nous fassions 3% en moyenne là où nous avions des candidats était de bon augure, mais ça ne veut pas dire qu'on est condamné à faire du Besancenot toute notre vie et à faire du 3% maximum toute notre vie. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de participer à la recomposition collective de la gauche, parce que nous sommes une gauche réaliste qui voulons exercer le pouvoir et qui voulons pour ça déplacer le centre de gravité de la gauche vers ce qu'a été la première gauche. Et donc, nous allons, à partir de maintenant, entamer le dialogue avec tous les partenaires pour essayer de construire le cadre le plus unitaire possible et faire en sorte que dans ce cadre unitaire, eh bien, nos idées prennent corps. Alors, pour discuter du fond, nous organisons une université de rentrée à Rochefort où je vous invite tous à venir pour discuter du fond. Et puis après, nous avons commencé à rencontrer nos partenaires. Hier, il y a eu
une initiative dans le stand d'à côté au Conseil national du PC où il y avait tous les partenaires, les contacts ont été pris et nous allons voir comment les choses vont se dérouler par la suite. Mais notre perspective, c'est bien de construire le cadre le plus unitaire possible où toutes les composantes de la gauche puissent se retrouver et où la nôtre pourra progressivement montrer que ce sont les thématiques qu'elle développe qui sont nécessaires pour reconquérir les classes populaires et faire au-delà de 30%. Voilà. Juste un mot en complément. Emmanuel disait tout à l'heure, en commençant, la réponse à la question de Catherine, que ce qui nous a motivés pour nous rassembler, c'est aussi, alors moi j'avais insisté sur l'adhésion des valeurs communes, mais c'est aussi le constat qu'une partie des électeurs de gauche avait disparu. Je ne parle pas de ceux qui sont fourvoyés, mais, ou qui ont changé d'avis, de conviction. Mais on est face à un absentéisme qui est devenu majoritaire, et on le voit élection après élection. Donc ce qui nous a motivés, ce qui a amené cette fédération aussi, c'est la conviction qu'il était indispensable, quand on est de gauche, d'aller chercher à ces citoyens, d'aller leur parler, d'en retrouver le chemin. Alors, je ne sais plus, l'un d'entre vous disait, ils sont un peu dans le nini, enfin ils ne voient pas très bien les clivages. Il y en a qui voient très bien les clivages et qui considèrent qu'on les a abandonnés et qui ne vont plus sciemment voter. Et voter à gauche, ou qui votent contestataires, y compris pour l'extrême droite. Donc ça, c'est un moteur extrêmement fort pour toute l'action politique. Et je voulais saluer le travail de GRS en particulier, de Frédéric, je ne sais pas s'il en a des parages, pour aller décortiquer les résultats des élections et la mise en perspective historique. Et Emmanuel le dira mieux que moi, mais enfin, on voit bien que derrière les a priori et les facilités, les résumés sur la gauche a fait plus, etc., bah, en fait non, la gauche fait de moins en moins bien, et les deux rares partis qui font plus dans les milieux ruraux, dans les milieux populaires hors des grandes métropoles, eh bien, ce sont les fâcheux d'une part et un peu le Parti communiste. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on développe dans le plan programmatique et dans la manière d'aller chercher, de s'adresser aux citoyens? C'est pour ça que je parlais des cahiers de doléances. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de nouveau? C'est aussi dans la stratégie quelque chose on ne fait plus de la politique comme il y a 20 ou même 10 ans sur les jeunes générations. Il faut essayer de trouver de nouveaux modes pour interpeller, pour aller chercher et pour faire revenir vers l'urne les citoyens qui s'en sont détournés ou qui n'y sont jamais allés. Merci Isabelle. Je vais passer la parole à Jean-Luc Laurent. Oui, là, pendant un moment, dans le mouvement ouvrier, il y a toujours dans notre histoire, une question qui taraude. Mais cette question qui nous taraude, elle est sur ce qui vient d'être évoqué par Lim et Isabelle. Comment peut-on être utile au peuple et reconquérir le pouvoir pour des objectifs de transformation sociale et être utile au peuple? Pendant un moment, on disait qu'il fallait débattre d'un programme minimum ou d'un programme maximum. La gauche s'est étripée sur cette question. Je pense qu'il ne faut pas chercher de programme minimum ou de programme maximum. Il faut analyser, comprendre le monde tel qu'il est, comprendre les expériences du passé, les 40 dernières années avec des échecs qui nous ont amenés là où on en est, pour renouer avec une nouvelle espérance. Dans ce cadre, je crois pour ma part qu'il nous faut prioritairement renouer avec l'idéal du progrès. L'idéal du progrès, aujourd'hui dévalorisé. Progrès technique, progrès scientifique, progrès économique, progrès pour toute l'humanité. Car ça ne peut pas être une démarche et une reconquête
du progrès si elle ne profite pas au peuple français, mais à l'humanité tout entière. Cette idée de progrès, elle suppose un effort colossal pour la gauche d'aborder plusieurs questions. J'en vois pour ma part 5. Il y a pour ma part 5 enjeux. L'enjeu de la politique économique que l'on veut pour notre pays. Emmanuel a, je crois, parlé de la relocalisation, de la question de la politique industrielle, d'une reconquête pour nos travailleurs, pour notre pays, d'une richesse. Et je crois effectivement qu'il faut se poser la question d'une politique économique qui s'affranchisse d'une politique fondée sur le primat de l'offre et non pas le primat de la demande. Notre politique économique nouvelle doit renouer avec une politique fondée sur la demande et non pas les sacro-saintes règles qui nous ont été imposées depuis que la gauche s'est convertie au social-libéralisme et à une construction libérale de l'Europe. Deuxième enjeu, à mes yeux, c'est la question sociale. Question sociale qui doit avoir pour priorité absolue la revalorisation du travail, le partage de la richesse, la reconquête d'un temps de loisirs plus fort, plus important, donc d'une autre répartition du temps de travail, d'autant plus important quand le pouvoir nous impose de repasser aux 1607 heures et de tourner le dos aux 35 heures. Mais on ne peut faire cela qu'en articulant la question sociale avec la question économique, de la politique économique. J'ai la faiblesse de penser que pour partager les fruits du travail, il faut aussi partager les fruits de la croissance, d'une croissance évidemment durable, d'une croissance acceptable, mais qui tourne le dos avec des logiques de décroissance. Question économique, question sociale, avec donc revalorisation du travail, question de la place du travail dans notre société et la question des salaires, évidemment. Et il faudra bien débattre de ce que l'on souhaite entre des revenus qui sont issus du travail et la part que l'on consent pour les revenus, on va dire, issus de prestations sociales. Pour ma part, je mets la priorité sur le travail pour tous et le travail qui permette l'épanouissement, la confrontation. Je suis dans le prolongement par là même du programme des jours heureux, issu du Conseil national de la résistance. Non pas qu'il ne faille pas aider ceux qui sont éloignés du travail, mais il y a une question là qui aussi taraude la gauche et qu'il faut assumer de poser. La troisième question, le troisième enjeu à mes yeux, c'est l'enjeu environnemental. C'est une écologie qui ne peut pas être une écologie punitive, une écologie disciplinaire, mais qui doit être une écologie populaire, qui n'oppose pas la fin du monde à la fin du mois, qui construit les deux dans un même mouvement. Le troisième enjeu, nous le voyons bien avec ce qui se passe en Europe, en Ukraine, le rapport au monde. Nous avons un enjeu majeur qui est de redéfinir ce que veut la France sur le continent européen en matière de construction européenne et de rapport au monde. Quel rapport au monde? Est-ce que nous voulons un monde qui soit unipolaire, sous influence des États-Unis d'Amérique avec l'OTAN, ou est-ce que nous voulons un monde qui soit multilatéral, fondé
sur non pas l'affrontement entre les États-Unis et la Chine, mais sur un monde multipolaire fondé sur la coopération. Le dernier défi, je vais le plus vite possible à mes yeux, c'est le défi de la République, c'est-à-dire de la citoyenneté, de la laïcité, de l'appartenance à une communauté de citoyens qui n'est pas découpée en strates, en tranches, qui n'oppose pas les sexes, les couleurs, les convictions, mais qui estime qu'il y a un toit commun qui est celui de la citoyenneté, qui permet de construire des citoyens libres et égaux en droit, en devoir et en capacité d'agir, qui pourront par là même reprendre le contrôle de leur destin dans un cadre qui est le cadre de la nation. Oui, je n'hésite pas à le dire, la nation qui est le cadre de la démocratie, le moyen de l'expression de la démocratie. Ayant dit cela, chers camarades et chers amis, je pense que ce nouvel espoir, cette nouvelle espérance passe par un dialogue qui permette de mettre sur la table les points de convergence et de divergence, qui ne cherchent pas à rassembler automatiquement, directement, sous une même organisation, toute la gauche dans sa diversité, car la gauche a été toujours diverse. Elle s'est rassemblée quand elle a construit des projets communs. Or, aujourd'hui, nous n'avons plus de projets communs. Et ce qui hante, pour reprendre ma formule d'introduction, ce qui hante la gauche, ce qui hante la France aujourd'hui, c'est la trahison de la gauche de gouvernement qui s'est confondue avec le social-libéralisme, qui a ouvert une parenthèse il y a 40 ans, en 1982-83, et ne l'a jamais refermée, et qui a pris congé du peuple, qui a trahi les espoirs qu'elle avait affichés dans la construction politique qui avait présidé au Congrès d'Épinay en 1971 et avait permis d'arriver à 1981. Si on veut reconstruire une nouvelle espérance, il nous faut reconstruire une perspective politique qui ne peut pas être celle de la coalition qui existe aujourd'hui, de la NUPES. Je le dis au regard des aspects de désaccord politique que nous pouvons avoir entre les uns et les autres. Et nous devons renouer le dialogue avec le PC, avec le PS, avec toutes les composantes de la gauche qui peuvent partager les 5 questions fondamentales que je me suis permis d'énoncer devant vous aujourd'hui. Merci Jean-Luc. Donc pour ceux qui ont été attentifs au débat d'un bout à l'autre, vous avez vu à la fois qu'effectivement quand je parlais de discours polyphoniques mais de fort socle commun, je ne m'étais pas tout à fait trompée, je ne vous avais pas tout à fait vendu de la marchandise frauduleuse, frelatée. Donc voilà ce que nous sommes à la Fédération de la gauche républicaine. Et par ailleurs, Jean-Luc a réussi le pari tout à fait improbable, en arrivant avec un retard que je ne lui pardonnerai pas, de finir sur la phrase par laquelle Lim avait commencé, c'est-à-dire le constat de ce qui faisait de pourquoi nous en sommes arrivés là à gauche. Voilà. Alors, Jean-Luc dit un mot, et puis si vous avez 1 ou 2 questions rentrées, on les prend. Et puis après, on s'arrêtera, puisque derrière, il y a une autre table ronde totalement différente à laquelle je vous invite à assister, sur fiction et politique, avec de remarquables créateurs et créatrices. D'ailleurs, elles sont majoritaires à cette table ronde. Encore un mot de Jean-Luc, et puis si vous avez des questions, levez déjà la main, je vous donnerai la parole. Juste une chose, c'était d'avoir omis de m'excuser. Je n'ai aucune circonstance atténuante d'être arrivé en retard. J'avais peut-être, non pas une circonstance atténuante, mais dans ma commune du Kremlin-Bicêtre, l'inauguration avec sa petite fille
d'un square Anne Sylvestre ce matin qui a permis d'aborder aussi les questions du féminisme, de l'égalité et de la culture. Bon, allez, faut avouer à demi pardonner, comme on dit dans ces cas-là. Des questions? Des propositions? Ah non, ouais, bon, voilà. Alors, on va s'arrêter là pour cette table ronde fort riche. Et comme me le rappelle Emmanuel, et c'était bien dans mon intention, nous poursuivrons ces débats avec encore plus de temps pour des débats encore plus approfondis et sans doute moins de bruit dans notre université de rentrée de la gauche républicaine à Rochefort. C'est dans 15 jours, c'est sur le week-end, alors ça fait 24-25, c'est ça si je ne me trompe pas, 23, 24, 25, d'ailleurs ça commence le vendredi soir. Il y a des débats fort intéressants, un film sur l'agriculture, et tous ces questionnements que je n'ai plus en tête dans leur résumé, alors si quelqu'un se souvient, mais qui au moins se termineront le dimanche sur une table ronde de l'Europe face à la guerre, ce qui n'est pas un mince sujet. Donc s'il y en a qui ont envie de tenter l'aventure jusqu'à Rochefort, c'est avec plaisir, inscription sur le site de la GRS. Et sinon, merci de votre attention malgré un niveau sonore tout à fait difficile. Et en particulier, merci aux intervenants d'avoir tenu le choc entre la batterie d'un côté et les effets Larsen derrière nous. À bientôt.